Avant-dernière émission, Joe. Dernier lundi de l'émission. Dernier lundi de l'émission, indéniablement. De toute l'histoire des émissions, parce qu'on se revoit jeudi 27 de 20h à minuit. Et c'est la toute dernière émission. Ouais. Après, on rentrera. Voilà, après le rideau tombe à jamais sur Wild, l'émission. Voilà. Moi, je suis content de te voir, Joseph. Pareil. Le mec va faire un quart d'heure sur Joseph. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas vu, donc moi, ça me fait du bien. T'es beau, putain. Ça va, Flore ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Oui. Rien de plus. Rien de plus. Non, vraiment rien de plus. Écoute, comme le dernier lundi soir, donc bon, je bade un peu, mais... Ma foi, comme un lundi. Comme le dernier lundi. Ce soir, on parle de libertinage. Oui. Cette émission, et surtout de l'évolution de libertinage, parce qu'il y a énormément de choses qui changent depuis quelques années. Et on a plusieurs personnes et des filles pour en parler autour de cette émission, pour ne pas déplaire à Joseph. Voilà. On a essayé pendant 3 ans de faire une émission féministe. J'espère qu'on a réussi. Est-ce que tu trouves qu'on a réussi ce pari ? Est-ce que ce soit féministe ? Oui, mais pas que. Enfin, c'est-à-dire que toutes les thématiques qui étaient abordées dans l'émission n'étaient pas que centrées sur le féminisme. Mais oui, on était respectueux. Si c'est ça, féministe, c'est respectueux. Oui, on était respectueux. C'est ça. C'est comme les vrais libertins, tu sais, on va en parler dans cette émission. souvent sur Wild, on dit ouais, mais où sont les vrais libertins ? Si libertin se résume à être hyper respectueux, je pense qu'on est tous libertins et respectueux autour de cette table, et on devrait tous être libertins dans le monde, parce qu'on devrait tous être respectueux, Joseph. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Il y a du taf. Vaste programme, comme dirait l'autre. Emmanuel Julien, bonsoir. Bonsoir. Paris derrière, ça va bien ? Oui, ça va très très bien. Le blog, est-ce que tu es d'accord avec moi sur ce que j'ai dit ? Un vrai libertin. Est-ce que dans ton enquête sur le libertinage, tu as entendu ça ? Oui, il y a pas mal surtout de libertins qui ont un âge, on va dire la cinquantaine, et effectivement ils comprennent pas trop que des jeunes arrivent dans ce milieu-là, et donc ils disent ouais, on fait du vrai libertinage, et que les jeunes qui arrivent, ou en tout cas les nouvelles populations qui arrivent, c'est pas du. Elles n'y comprennent rien, elles n'ont pas les codes, c'est le grand n'importe quoi, c'est la chienlit. Ou elles bousculent les codes, justement, aussi. Mais ça, on va en parler dans cette émission, parce que tu as fait une enquête qui a fait beaucoup parler dans le milieu. Les clubs parisiens libertins, la débandade. Tu as sorti ça en mai dernier ou avril ? Oui, très récemment, oui. Tu t'attendais à autant de retours ou pas, franchement ? Non, pas du tout. Bon, disons que ça fait un moment, je pense qu'il fallait écrire cette enquête et qu'on dise un peu les choses. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais la faire et que je l'ai écrite, et visiblement il y a pas mal de gens qui étaient très contents parce qu'ils ont pu aussi dire ce qu'ils pensaient du milieu, ils avaient envie de le dire, et l'enquête le dit en partie, et puis il y a eu beaucoup de commentaires qui ont permis aussi de donner des précisions à l'enquête. Eh ben, allez la lire, elle est passionnante. Tapez sur Google Paris derrière. Paris derrière. Pardon, à chaque fois. Je crois que ça fait ça à tout le monde. C'est fait exprès. Et vous allez voir, c'est fascinant, mais on va en parler dans cette émission. Et il y a des gens qui disent je sais pas ce que c'est qu'un vrai libertin dans la room. Donc je pense que ça revient souvent. On va y revenir. Lucie Bélan, bonsoir Lucie. Bonsoir. Comment ça va ? Tu travailles chez Slate. Exactement. Tu as sorti un bouquin qui résume pas mal de tes podcasts sur Slate. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est pas nouveau, ça. Alors, je travaille sur Slate depuis 5 ans sur une chronique qui s'appelle C'est compliqué, et qui est un peu notre courrier du cœur, mais dont le but était de parler de la pluralité de ce qu'était notre lectorat à travers leurs problématiques psychosexuelles. Alors, je te coupe. Quand on dit pluralité sur Wild... ça veut dire complètement autre chose. Ouais, tout à fait. Voilà, je précise. Merci de me prévenir. Continue. Et du coup, en fait, les gens m'écrivent leurs problématiques, que ce soit des problématiques liées au sexe, à leur orientation sexuelle, mais également à leur vie amoureuse en général. Et ça fait 5 ans que ça dure. Il y a 1 an, c'est devenu un podcast, C'est compliqué. Et la semaine dernière, c'est devenu un livre, Aimer, c'est compliqué. Il vient juste de sortir, début juin. Exactement. Ouais. Et on parle dedans de bisexualité, de polyamour. De fétichisme. Et le but, c'est de dédramatiser aussi plein de trucs et de donner de la visibilité à des gens qu'on n'a pas tout le temps, partout, alors que ça devrait être le cas et qu'on ne devrait pas sans arrêt les malmener. Tout à l'heure, si tu veux, on parlera de l'histoire de Romain, qui est fétichiste. C'est hyper intéressant parce qu'il fait de mal à personne, mais ça le perturbe un petit peu. Et c'est une très belle histoire, si tu voudras raconter ça tout à l'heure. Avec plaisir. Moi, j'aime bien le titre « Aimer, c'est compliqué ». Ça me rappelle le « Mourir, c'est pas facile » de Sarkozy. il avait sorti ça à un moment donné. « Mourir, c'est pas facile ». C'est la première fois qu'on me compare à Sarkozy, je suis très émue. Je m'y attendais pas. Aimer, c'est compliqué.
Mais en fait, c'est beaucoup moins compliqué quand on en parle et quand on trouve des gens pour en parler. C'est un peu ça le truc. Non, mais ça rappelle surtout le statut Facebook en couple It's célibataire, c'est complicated. compliqué. C'était le but à la base, mais oui. Et moi, je suis ringard. Hein. Ou alors, c'est on n'a toi pas qui les es mêmes ringue. références. Voilà. Ou je suis peut-être ringue. Oui, parce que Facebook, on sait que c'est pour les personnes âgées. Hein. Faut Ah savoir. bah oui, Faut bah, savoir. tu vois déjà. Faut savoir. C'est pour ça que Joseph y est. Il peut pas se défendre, si. Il n'a pas envie de se défendre. Alors déjà, quand on dit ringue, c'est qu'on est vraiment ringue. Je prends. Pas de soucis. Putain, mais t'as tellement raison. Tellement raison. Et je suis le roi des ringards dans cette pièce. Évidemment. vrai. Évidemment. Merci en tout cas, Lucie, d'être avec nous. ce Avec soir. plaisir. Et oui, je fais une petite parenthèse, je suis en train de préparer une enquête évidemment sur évidemment non, mais sur les lieux du sexe qui va sortir en podcast Cet été sur Slate et où bien sûr on parlera de libertinage et du club libertin, donc on va en parler aussi, j'espère, ce soir. Merci beaucoup, Lucille, pour cette précision. Claire Alquier, bonsoir Claire. Bonsoir. Sexologue, Oui. ça va? Ouais. C'est la première fois que tu viens dans cette Mais émission. oui, je suis un peu émue moi aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais faut pas, tu sais, Joseph, Non, ça va. il est cool. Hein. Il t'impressionne un petit peu? Un petit peu. Mais disons que je mets une image maintenant sur la voix que j'ai entendue pendant des heures et des heures d'écoute, évidemment. C'est vrai, et puis il est derrière C'est toi, donc impressionnant. faut faire Mais t'as attention. vu, je me suis caché quand même. Ouais, Tu vois, j'apprécie cette petite pudeur. Voilà, tout à fait. Il est très pudique, Joseph. Faut Ouh là, savoir. tellement. Il met des petits t-shirts échancrés, mais en fait, non, il y a beaucoup de pudeur à l'intérieur de lui. En vrai, oui, c'est vrai, je suis très prude. Il est où ton cabinet, Claire? Il est dans le 9e arrondissement de Paris, Et c'est rue de Rochechouart, au numéro 20. Je peux donner les codes d'accès si vous voulez. c'est au stop, c'est à droite, c'est ça? Ouais, entre la boulangerie et le chinois. Ah bah, je vois très bien. Ah bah oui, entre Excellent la chinois. boulangerie et le Ouais, chinois, ouais. ouais, tout à fait. Et le Franprix, non ouais. Il y a un petit point. À l'angle, Non, Leader effectivement. Price, Leader Price. Ah non, pas dans le 9e, enfin, malheureux. C'est vrai, c'est vrai. Et quel est le profil de tes patients? Alors, il y a des gens seuls, femmes et hommes, et des gens en couple qui viennent me voir. Tout le monde, quoi. Ouais. Oui. Il y a des humains qui viennent. Il n'y a pas les enfants. Mais voilà, on n'est pas obligé d'être en couple. couple pour venir parler de ces problèmes de couple ou de ces questionnements autour de l'intime. Et enfin, c'est assez varié. Au niveau des âges aussi, c'est varié. Ouais. Donc c'est plutôt intéressant parce que ça me fait toucher à plein de problématiques et questions différentes. Et du coup, depuis que tu as commencé, est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent ou justement des thématiques qui évoluent, qui Ouais. n'étaient pas là avant, qui Ah bah viennent- aimer c'est compliqué. Hein. Qui reviennent, oui, en tout cas sur toutes les questions autour de l'accès au plaisir féminin. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez commun et qui revient très souvent. Mm. Et quand je reçois des couples, il y a cette question d'exclusivité, de fidélité, de trahison, de tromperie, d'adultère, de couple ouvert, qui sont quand même des questions qui reviennent souvent aussi. Un peu plus qu'avant? Ouais, je D'accord, trouve. sur le couple ouvert. Ok. En tout cas, un peu plus qu'avant, dans les couples dits hétéros, là où Ouais. chez les couples homo, on n'est pas du tout sur les mêmes questionnements, puisqu'il y a des questions avancées déjà sur ces sujets-là. Eh ben, C'est-à-dire trop c'est bien. des gens qui ont plus réfléchi. Les Ouais, homos. clairement. Bah tu vois. En tout cas, sur cette question-là, oui. Non, mais oui. Eh ben merci Claire. On est ensemble jusqu'à Mais merci 10h30. à vous. On va parler de tout ça. Ça va être très très drôle. Je compte sur Joseph pour faire des vannes ce soir. Sachez-le. La pression. Il Oh, fait le des gros pauvre. yeux comme ça en mode vas-y enfoiré. On va jouer ce soir Flore comme Oui, tous les lundis soirs. tous les lundis soirs. Les questions de Flore, Les c'est quoi ce questions soir? sur Wild. Est-ce que vous C'est- connaissez bien Wild? Voilà, je te teste. En fait, tu vas être le seul à pouvoir jouer. Ah, si je connais bien Wild, moi. D'accord. Ouais, je suis non, pas mais sûr les de autres répondre à pour- toutes les tes autres questions. pour pouvoir répondre, mais si ça va aller. ça Donc va je vais se gagner passer. des magazines Union. Et donc c'est tu ça vas peut-être gagner des magazines Union si tu es concentré et attentif. D'accord, moi oui. je suis focus, il n'y a pas de problème. Ouais. Je redis bonsoir à Laurent, merci d'être avec nous, merci pour vos messages aussi d'encouragement pour cette avant-dernière et pour toutes les réflexions que vous pourrez amener sur ce sujet qui vous concerne. Pourquoi tu donnes de Lynn Eh ben parce que Flore j'approuve ce que tu racontes comme ça, tu vois. D'accord. C'est le petit langage des signes. Peut-être que je vais faire gagner des sextoys, Lélo. Ouais. Ouais, peut-être. Peut-être que je vais offrir des choses, des abonnements à Wild. Peut-être que je vais m'offrir moi-même. Oula, très mec- bolo. le mec lâche les freins. Voilà, n'hésitez pas à témoigner sur le libertinage. Comment il évolue? Comment vous voyez les choses bouger? Vous qui êtes sur Wild, vous qui sortez, vous qui débutez, vous qui êtes là depuis très longtemps. Est-ce que vous arrivez à vous adapter à ces jeunes qui arrivent? N'est-ce pas, Emmanuel? Parce C'est que un peu en- ringue ça comme voix. Hein. c'est un peu ringue ça, mais en gros, il y a beaucoup de ça. Emmanuel, comment t'as démarré toi, ton enquête? C'était quoi l'idée principale quand t'as commencé? Ça fait longtemps en fait que j'observe les clubs libertins et ce qui s'est passé c'est que il y avait un club que j'aimais beaucoup où j'allais il y a 15 ans et qui était vachement branché à Paris et je suis retournée récemment Et un peu ringue. et j'y suis venue pour faire un reportage et en fait Ouais. j'ai pas pu parce qu'il y avait personne en fait dans le club et on était en week-end C'était vide, c'est ça? et c'était vide et je me suis dit mais comment c'est
possible? Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? Et c'est comme ça que j'ai démarré cette enquête, même si j'avais vu que il y avait des choses qui commençaient à pas trop aller dans certains clubs. Et à Paris, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 7 ans, il y avait 18 clubs. Je parle des clubs secs, je parle pas des saunas hammams, c'est encore autre chose. Mais sur les clubs secs, il y en avait 18. Il y a 7 ans, aujourd'hui, il y en a plus que 8 ou 10. Enfin, voilà, quoi. Il y a la moitié, quoi, qui a fermé. Encore. La moitié, voilà. Alors, dans cette moitié-là, il y en a qui survivent et puis il y en a qui continuent à vivre. Mais c'est vrai que ceux qui marchent, ça se compte à peine sur les doigts d'une main aujourd'hui à Paris, les clubs qui marchent. La question est... Pardon, Flore ? Non, mais la bonne question aussi, c'est, tu parles beaucoup de Paris, mais est-ce qu'en province, il y a la même érosion ou est-ce que ça continue En fait, oui. J'ai pris le prisme de Paris, mais si on étend à toute la France, il y a eu quasiment... la moitié de fermeture, je crois, en 10 ans, en 10-15 ans, parce qu'il y avait beaucoup de couples déjà qui ouvraient des clubs parce que ça leur faisait vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est un rêve de couple libertin d'ouvrir un club libertin. Sauf que ces gens-là n'ont pas forcément, ils sont passionnés, c'est super, mais ils n'ont pas forcément le savoir-faire pour tenir des établissements tels qu'un club libertin, parce que c'est énormément de travail et c'est un vrai métier. Et c'est pour ça qu'on retrouve pas mal d'amateurisme dans les clubs. C'est pour ça que cet amateurisme, aujourd'hui, ils le payent et ils sont obligés de fermer parce que c'est difficile en ce moment, il y a la crise, etc. Donc il y a un écrémage qui se fait, quoi. Par quel bout t'as pris ton enquête ? Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la segmentation du marché, parce qu'on va parler aussi des soirées privées qui cartonnent de plus en plus, et qui expliquent aussi en partie pourquoi les clubs sont moins fréquentés. Il y a aussi une évolution dans les codes. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la grosse différence, ou c'est un amalgame de tout en fait, il y a d'abord les soirées privées. C'est vrai que l'explosion des soirées privées via le net, ça fait énormément de concurrence au club libertin. Ça, c'est une chose. Parce que les soirées privées sont moins chères, ça nécessite pas les équipements des clubs libertins, il n'y a pas les charges des clubs libertins, les assurances, tout ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile d'organiser une soirée privée. Elles sont plus thématisées également ? Qu'on peut thématiser et qu'on peut ouvrir aussi aux sexualités qu'on a envie. Parce qu'en club libertin, ça c'est la deuxième partie de mon enquête, c'est que la sexualité... elle est faite pour les hommes. Et on parlait tout à l'heure avec Claire de plaisir féminin, que ce sont les consultations de plus en plus importantes portent là-dessus, la recherche du plaisir féminin, mais les clubs libertins ne sont pas axés sur le plaisir féminin, c'est pas vrai. Puisqu'il y a plein de sexualités qu'on ne peut pas pratiquer. La seule quasiment sexualité qu'on peut pratiquer en club libertin, c'est une sexualité coïtale, orale, mais toujours homme-femme, femme-femme. Hétérocentré. Hétéronormé, comme on dit maintenant. Parce que tu t'en parles aussi, tu prends un exemple aussi dans un club où des clients se sont plaints en fait. Je crois que c'était un couple d'hommes qui faisait un 69, c'est ça ? Oui, c'est Digne Menduni du guide francecoquine.com, France Coquine, qui est aussi édité sous forme papier par Le Petit Futé, qui regroupe tous les clubs, de toutes les adresses libertines. Et il fait ça depuis très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Et il me raconte cette anecdote assez récente où deux hommes sont... Alors, en fait, il était, lui, le monsieur qui fait le guide, Didier, était en train de parler avec un patron de club. À ce moment-là, un homme débarque en disant... c'est pas possible, il y a deux hommes en train de faire des choses dans les backrooms. Donc le patron lui dit mais c'est pas très grave. Et le type lui dit si, c'est très grave, on n'est pas dans un club de PD. Donc... évidemment, le patron est allé voir, et il a fallu qu'il aille voir, et effectivement, il y avait deux hommes qui étaient en train de faire un 69, mais leur femme aussi, à côté, faisait un 69. Et là, ça ne choque personne, bien évidemment. Voilà, donc on voit bien que... Pourtant, c'est de l'échangisme. Oui, mais alors voilà, c'est là qu'on disait, c'est quoi être libertin aujourd'hui ? Être libertin aujourd'hui, c'est... être libertin, ça, à l'origine, c'était transgresser l'interdit, transgresser ce qui n'était pas autorisé. Donc, ces deux hommes-là ont un comportement libertin. Oui, dans ce cas-là.
et pas les autres. Parce que ce que dit Didier Menduni de France Coquine, et ce que disent des patrons de club aussi, c'est que être libertin, c'est tolérer toutes les sexualités, si elles sont à côté de vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dire, ah bah non, de prévenir les mecs quand ils rentrent en club libertin, vous savez, ce soir il y aura une soirée bi avec des hommes bi, donc on vous prévient quand même que vous tombiez pas dans les pommes. C'est bien souligné, quoi. Ouais. À l'entrée, vous risquez de voir des hommes s'embrasser. Non mais au secours. Bah oui, mais c'est la réalité. C'est que pour l'instant, on en est là. T'as levé un sourcil Lucille, quand elle a raconté cette histoire Bah oui, parce que c'est un petit débat qu'on a eu à propos de la bisexualité avec une personne qui travaillait dans un club en province, à Grenoble. Et elle me racontait que toutes les femmes en gros s'embrassaient entre elles et se touchaient entre elles, mais ça voulait pas dire qu'elles étaient bi du tout. C'était plus une sorte d'évidence que les femmes se draguaient et se touchaient, et un peu pour préparer le futur rapport à 3, à 4, pour mettre en place les hommes après. Et qu'on n'était pas du tout dans un univers qui était potentiellement bi-friendly en fait, beaucoup moins que ce qu'on peut imaginer. Donc oui, ça me fait lever le sourcil évidemment. Je trouve que c'est n'importe quoi. Et moi, pour mon enquête sur Slate, j'ai découvert un peu avec un œil neuf le milieu du libertinage en club, et en me demandant quels étaient les clichés là-dessus et à quoi ça ressemblait vraiment quand on y arrivait un peu comme ça, avec sa bite et son couteau, ses ovaires et son couteau. Et je me suis pris ça en pleine tête, cette espèce d'hétéronormage affolant. Tout ce qui est conventionnel en fait, le sexe vraiment conventionnel, effectivement la base de coït, on se protège pour le sexe coïtal, de pénétration, mais pas forcément pour la fellation qui est une norme absolue. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Par contre, j'ai vu qu'il y avait toujours des endroits, petits endroits, mais pour du sexe BDSM, potentiellement. Donc, il y a quand même une ouverture à des choses un peu différentes, mais c'est c'est des petits coins minoritaires, quoi. Oui, c'est timide, hein. Le BDSM en club libertin, il y a des clubs où vous avez une croix de Saint-André, donc ça sert pour le SM, ça permet d'attacher quelqu'un. Cette croix, elle est là, mais on peut pas l'utiliser. C'est plus pour décorer. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'amener des instruments, des colifichets SM, si vous voulez. Vous arrivez avec votre cravache, vous êtes obligé de la laisser au vestiaire. Alors ça sert à quoi de mettre c'est de la déco, quoi. Dans le club que j'ai vu, on pouvait amener ces trucs, mais il fallait les présenter avant pour dire j'amène ça. Mais en fait, il faut le faire uniquement avec des gens qui sont d'accord à l'origine, tout est très 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 contrôlé, quoi. Ouais. On peut pas amener n'importe quoi et le faire avec n'importe qui. On va revenir sur la bisexualité masculine. Est-ce que toi, dans tes consultations, tu as de plus en plus de patients qui viennent te voir avec ces questions-là? Est-ce que ça bouge un petit peu quand même? Pas trop. Pas trop, d'accord, ok, voilà, très bien. Je pensais que oui, mais en fait non. Pas trop, ça commence à s'ouvrir un petit peu au niveau des questionnements, mais malheureusement, la bisexualité masculine, elle est encore associée aujourd'hui à une homosexualité qui serait refoulée, et du coup, ça pose encore beaucoup de questions aux hommes, et les hommes ne s'autorisent pas vraiment à la vivre. Par contre, ce que je note qui progresse, à mon sens, c'est le plaisir prostatique chez les hommes hétéros. Et ben voilà, grâce à qui Grâce à Bibi, ben voilà, évidemment. Qui considèrent quand même plus facilement, effectivement, de se faire pénétrer par leur partenaire féminine, de là à envisager de se faire pénétrer par un homme et d'être dans un rapport bi qui n'a rien à voir avec une orientation sexuelle, on n'y est pas du tout, mais ça avance un petit peu à ce niveau-là. La prostate est ton meilleur ami. La prostate est ton meilleur ami, Joseph. Tu le sais. Non, Flore, c'est vrai qu'on en parle régulièrement entre nous, et toi aussi tu prends la parole sur les sujets-là. La bisexualité féminine, par contre, c'est un petit peu la base, quoi. Et c'est la base et c'est la norme, et c'est une bisexualité féminine qui n'est pas vraiment une bisexualité parce qu'elle se nourrit du regard masculin. S'il n'y a pas les hommes autour pour contempler, ça ne sert à rien. Et moi, il y a aussi un autre code qui me choque énormément, c'est les tenues vestimentaires. À chaque fois, on dit chic et choc, mais c'est pas du tout ça. C'est à poil bien déshabillé pour les filles et habillé et chic, élégant pour les garçons. Mais la fille, plus elle est déshabillée, plus ça marche. Il n'y a pas de notion vraiment d'élégance à part les talons hauts. C'est la lingerie. C'est la lingerie. Et donc la femme doit être regardée et l'homme doit être cette espèce d'homme fort, portefeuille sur pattes. Je ne sais pas ce que... Oui. J'ai une petite précision sur les tenues. Souvent, il faut que les femmes arrivent en jupe. Ah oui, pas souvent, tout le temps, non? Quasiment tous les clubs. En Paris, en tout cas, rares sont les clubs qui acceptent les femmes en pantalon. On rentre pas en pantalon. Ou en shorty, ou en... Parce qu'il faut être disponible sexuellement, quoi. C'est une façon de montrer sa disponibilité sexuelle. Et être en costume, je vois pas en quoi il est disponible sexuellement. Enfin, plus disponible sexuellement. Mais en fait, la question sur un homme ne se pose pas. Mais quand un homme... C'est pour ça que c'est conçu pour les hommes. Parce que les hommes se posent plus la question que nous ne posons pas vraiment. Est-ce que cette femme est disponible sexuellement? Et c'est pour ça que quand ils voient les
les filles un peu dénudées dans la rue, c'est un peu un signe de « Ah, cette femme est disponible sexuellement ». Alors nous, on sait très bien que c'est faux, mais bon, dans la tête d'un garçon, ça peut se passer comme ça. Et donc de voir toutes ces femmes à moitié nues, ça renvoie un petit signal de « Tiens, toutes ces femmes sont potentiellement disponibles sexuellement, c'est intéressant ». Mais on n'est pas du tout dans les codes chic, élégants. Voilà, ça c'est du décorum, et en fait, au final, les hommes doivent être bien habillés et les femmes montrer des bons signes de disponibilité sexuelle. Lucille, toi, dans ton travail que tu fais pour Slide cet été concernant le libertinage, est-ce que c'est revenu régulièrement des gens que tu as interviewés ça, Alors, dans les gens que j'ai interviewés, qui étaient des gens qui pratiquaient le libertinage en club, ce qui est revenu, c'était qu'effectivement, c'était totalement des codes sexistes. Et c'était des gens qui s'étaient tournés vers les clubs humides, dont les clubs en sauna hammam, qui un peu enlèvent toutes ces problématiques parce que tout le monde est en serviette ou en paréo, hommes comme femmes, et effectivement ça lisse toutes ces problématiques là et c'est des gens qui se tournent vers ça après de manière exclusive parce qu'ils sont dégoûtés par le fait que les femmes soient en lingerie et les hommes en costume et que c'est pas quelque chose qu'ils veulent reproduire en plus, et ils estiment aussi que c'est quelque chose qui coûte cher aussi parce que l'entrée au club est chère, mais le fait d'avoir une tenue spécifique pour ça, de la lingerie qui est quand même quelque chose de cher, onéreux, ou un costume, ça reste quand même, c'est un investissement lié au sexe, et préfèrent le côté cool en serviette, donc c'est quelque chose qui est revenu assez souvent, le sexisme vraiment en club lié et hétéronormatif, c'était et puis le côté élitisme du libertinage des clubs secs, quoi. Ouais. Voilà. Il y a un truc presque égalitaire avec le fait d'être en serviette ou en paréo. Quand tu te retrouves avec ton petit paréo à fleurs comme tout le monde, t'es avec ton petit paréo à fleurs comme tout le monde, et il n'y a pas de différence de CSP, de dentelle plus fine, de bas plus onéreux ou de pantalon mieux taillé sur mesure pour les hommes. Et j'avoue que s'il y a un truc positif, en tout cas sur les clubs dits humides, c'est quand même bien ce côté un petit peu tout le monde est logé à la même enseigne. Emma ? Oui, d'ailleurs, le naturisme était très pratiqué dans tous les pays de l'Est, en fait, à l'époque du mur. Parce qu'on était, effectivement, on est tous au même niveau, quoi. Puis on les voyait pas, il y avait un mur. Donc, Franchement, j'aime beaucoup cette vanne. J'aime beaucoup cette... 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. C'est quand même pas mal. Bah, tu vois, c'est pour ça que Trump il veut mettre un mur aussi. Pour pouvoir se mettre tout nu. C'est pas beau un Mexicain à poil. On va demander dans la room, ceux qui nous écoutent, de participer, de nous donner leur avis sur le dress code. Vous qui sortez en club, quelle est la différence aussi avec les soirées privées au niveau du dress code ? Est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'il y a plus de tolérance ? Est-ce qu'on peut s'habiller un peu plus comme on veut, et est-ce que ça vous convient, parce que ça peut convenir à plein de gens d'avoir des codes comme ça, parce que du coup tout le monde est plutôt bien habillé, et on évite aussi le fait d'avoir des défauts de goût, parce que nous aussi quand on organise des événements, nous on est pro venez comme vous êtes, mais on nous dit aussi ouais mais après les gens ils viennent n'importe comment, ça va venir en baggy, en sarouel, n'importe quoi, en short, et il faut qu'on trouve un juste milieu. Nous on n'a pas encore la réponse. Nous ce qu'on essaie de faire c'est de permettre aux femmes de venir avec des pantalons, de venir entre guillemets comme elles le souhaitent, sans forcément mettre des talons, mais de le faire évoluer au-delà de ça, c'est pas forcément évident. Et si vous avez des idées autour de cette table, et même dans la room, en baggy ou en sarouel, vous avez peur de la Lieuban ou des hippies quoi. ou des hippies, ou de l'extrême gauche. Non mais je pense que l'uniforme c'est une bonne chose, enfin pourquoi pas, tout le monde un peu habillé pareil, mais on peut imaginer des soirées costumées à thème hyper rigolotes, hyper kinky, venez tous en fluo, ou venez tous inverser les codes, les filles s'habillent comme les garçons comme les filles, enfin, on peut imaginer un truc un peu hyper drôle quoi, on n'est pas obligé de rester dans nos standards mais ce qui est un peu plus je pense dans les clubs gays en fait, les soirées thématiques avec vraiment des dress codes, j'ai pas l'impression que ce soit totalement le cas dans les clubs libertins hétéros. Bon, en tout cas, les gens dans la room, on a un peu marre des codes. Il nous le dit. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est la chiasse. Clairement. Okay. C'est un extinso, hein, je retranscris. Non, mais les codes, ils ont une utilité aussi. On comprend bien que c'est pour permettre un cadre dans un truc qui n'est pas forcément très sécurisant pour un couple. C'est peut-être notre première fois dans un club libertin. On comprend qu'il y a besoin de codes, de normes, de repères pour rassurer les personnes qui se lancent dedans. Donc, mais la vérité, c'est que tu es plus chic que le lieu où tu vas en fait. Quand tu t'habilles vraiment. Alors attends, elle met les pieds dans le plat. Non mais les clubs font pas autant cet effort d'être hyper chic, hyper pas toujours en fait. Donc il y a toujours un buffet avec un taboulet et toi t'es hyper looké. Et donc finalement non, c'est je trouve un peu hypocrite de demander aux gens d'être très beaux pour instaurer une ambiance que le club tout seul n'instaure pas. Alors du coup j'ai demandé à la room
ce qui pense de ça. Alors, soit on est bien habillé et du coup, on perpétue les codes un peu désuets. Soit il n'y a pas trop de codes, mais les gens viennent comme ils veulent, mais ça peut déranger. Soit c'est des soirées à thème et là c'est déguisé et ça peut aussi saouler. Comment on peut faire un consensus par rapport à ça, par rapport au dress code? Mais à Berlin, au Kit Kat Club, ils se prennent pas trop la tête, en fait. Mais bon, ça ne peut pas exister à Paris, en France, dans un pays latin, pour plein de raisons. Mais chez eux, tout ce club-là, toutes les sexualités sont mélangées, que ça va des libertins aux gays, en passant par les SM, les BDSM. Tout ce monde-là est mélangé. Il n'y a pas de backroom. Mais bon, en même temps, ils sont très civiques. Donc... Bon, voilà, nous on a besoin d'endroits parce qu'on respecte pas trop les règles chez eux, on respecte davantage les règles. Mais du coup, au niveau vestimentaire, c'est pas compliqué. Au Kit Kat Club, on demande juste que les gens fassent un effort. C'est-à-dire que, et même s'ils n'ont pas fait d'effort, c'est-à-dire qu'ils peuvent confectionner eux-mêmes leurs costumes, parce qu'on oublie de dire que ces costumes-là, toutes ces robes, ça coûte cher, donc on peut le faire soi-même sa robe avec du papier film. On peut se faire une robe, quoi, c'est tout à fait. Moi, si je me fais un slip, tu peux te faire un slip en papier. Ça va être chaud. Hein. Ah, mais au Kit Kat, tu aurais un succès bien, fou. Moi, je suis chez moi au Kit Kat Club. Mais en fait, on peut arriver là-bas, on peut se mettre juste nu. Tout nu, voilà. Alors, ils ont un petit problème maintenant, c'est que les gens, peut-être aussi, viennent moins dans des costumes étincelants. Mais bon, après, c'est une question de dosage, quoi. Vous laissez rentrer. Quand vous avez des gens qui sont bien habillés, vous pouvez en laisser rentrer qui sont un peu nus ou qui n'ont pas fait un énorme effort, mais qui ont juste mis leur plus beau slip et ils sont comme ça, voilà. Et moi, franchement, déjà, ça change l'ambiance. Hein. C'est pas la même ambiance qu'un club libertin. Mais toi, parisien. tu dis que c'est pas possible en France. Ce serait pas un but qu'on pourrait essayer d'atteindre? Déjà, c'est compliqué de mélanger toutes les sexualités dans le même endroit. Ce qu'ils arrivent à faire au Kit Kat Club de Berlin. À Paris, ça n'existe pas. Il y a des soirées qui essayent de faire la même chose. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Et surtout, les vêtements, voilà, on vient... Mais il faut faire un petit effort, mais on n'est pas obligé d'être habillé des pieds à la tête avec telle marque de vêtements. On n'est pas obligé, les filles n'ont aucune obligation d'être en jupe. Et en talons. Et en talons. Et les hommes, il faut surtout éviter justement de venir comme on vient au club libertin parisien là-bas. Parce que là, vous rentrez pas au Kit Kat. Il y a peut-être une carte à jouer sur la jeunesse, justement sur ce mélange des sexualités. Parce que, alors, pour avoir un peu observé ce qui se passe aujourd'hui chez les jeunes. Les jeunes, ouais. Voilà, bon, la vieille parle. Eh bien, les jeunes, figurez-vous, non, mais il y a vraiment plein de soirées branchées autour de l'électro aujourd'hui qui s'organisent dans des entrepôts sous le périph', dans des lieux, des grands hangars, des lieux qui sont assez intéressants aussi, où on assiste vraiment à un mélange des sexualités avec de la sexualité pratiquée sur place. Hein, donc, c'est pas dit comme ça sur les petites annonces et sur le descriptif, mais ça, tout le monde sait que ça se fait. Sexualité sur place. Voilà, et sexualité HSH, femmes entre femmes, hétéro, tout le monde se mélange. Donc il y a peut-être un truc à jouer avec cette jeunesse-là qui défie un petit peu plus les codes et qui accepte d'être un petit peu plus dans cette vision queer, ouverte, différente, où c'est acceptable peut-être plus facilement que... Comme en Angleterre, à Londres notamment. Ouais. Oui, Emma. Mais en fait, je suis allée récemment dans une soirée de jeunes. Ça fait drôle, hein. Oui, j'étais vraiment la plus vieille. Tu t'es enjaillée, c'était cool. Ah ouais. Bon, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que ils ne s'embêtent pas du tout avec tous ces codes. En fait, c'est complètement dépassé. Le mot libertin, ils le connaissent pas. Et les jeunes hommes hétéros entre eux sont très à l'aise. C'est-à-dire que ils sont hétéros, mais si ils ont fait les fous à 3 dans une baignoire, ils se touchaient un peu forcément, hein, à 3 dans une baignoire. Et ça allait très bien. Et je les voyais quand ils se parlent, ils peuvent mettre la main sur l'épaule. Enfin voilà, ce qu'on voit pas du tout chez des hommes, par exemple, de ma génération. Ouais. Donc ils sont beaucoup plus détendus. Il y en a un qui est à l'arrière, un qui est à l'avant et rien ne se rencontre. Oh là là, mais dans les clubs, quand on voit des libertins de 40-50 ans, les hommes en fait se contorsionnent pour pas se toucher dans les partouzes. Et c'est à mourir de rire en fait quand on y pense. Ça doit être un peu compliqué. Ouais. Ah mais ils se font des tours de reins, les pauvres. Et puis tu sais, ils essayent de pas regarder dans les yeux, tu vois l'autre, faut absolument pas que le regard se croise. Enfin, ils sont très bons en twister, quoi. Ouais. Non, pas touche. Après, c'est dur de les condamner parce que en fait, c'est un diktat qui est très lourd, quoi, et qui en fait est véhiculé à la fois par les hommes et par les femmes. Faut pas l'oublier aussi, c'est que c'est le regard aussi des femmes.
une femme qui va voir son homme faire quelque chose avec un autre. Il y a des femmes qui ne le supportent pas, quoi. Ouais. Et voilà. Il y a des croyances à déconstruire et à travailler un petit peu sur, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, sur la bisexualité féminine qui est acceptable et acceptée voire même normée. Parce que perçue aussi comme une sous-sexualité. Ça ne serait pas une vraie sexualité, bien sûr, mais un préliminaire excitant pour des relations hétéros. Ouais. Donc ça, déjà, ça va pas. Et puis effectivement, peut-être bouger un peu ces codes-là. Encore une fois, sur les pratiques ne sont pas l'orientation sexuelle. On peut avoir une pratique anale sans être gay quand on est un homme. Et on peut être gay sans pratique anale. Effectivement. T'as raison. Emma, on n'a pas encore parlé des personnes transgenres, mais tu as un exemple aussi que tu cites dans ton enquête. Eh bien, en fait, les personnes transgenres restent quasiment tout le temps à la porte des clubs libertins. Bon, il y a certaines soirées où elles peuvent s'y rendre, mais c'est juste étonnant que des lieux qui se disent libertins n'acceptent pas des personnes transgenres. Oui, dans l'enquête... Tu parles d'un patron qui, je crois, te dit mais imaginons il se passe un truc et on se rend compte que finalement c'est une personne l'erreur transgenre. Sur la marchandise. Voilà. Là encore, on en revient au fait que ces établissements sont faits pour le plaisir des hommes. Parce que le patron d'un établissement me dit, tu comprends, si je fais rentrer quelqu'un, par exemple un homme qui devient femme, et que sur la piste de danse, des hommes pensent qu'elle est une femme, et que dans les backrooms, tout d'un coup, surprise, en fait, c'est pas une femme, il y aurait une forme de tromperie sur la marchandise. Bon, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais clair, au moins, c'est clair, c'est que le problème des personnes transgenres, alors évidemment, on ne parle que des hommes qui se transforment en femmes, parce que je pense que le contraire, alors là, je ne sais même pas si... Ils l'envisagent. Voilà. Mais dans ce cas de figure-là, effectivement, le problème, mon Dieu, mais s'il y a un problème dans les backrooms, et si des hommes, là aussi, s'évanouissent parce que... il y a une tromperie sur la marchandise. Ils ont l'air d'une fragilité, les hommes en club libertin, c'est terrifiant, quoi. C'est pas qu'en club libertin, hélas, mais oui. Non, mais spécifiquement. Je veux dire, c'est quand même quand on va en club libertin, c'est aussi pour faire des choses qu'on fait pas ailleurs, pour rencontrer des gens qu'on rencontre pas ailleurs, dans un contexte particulier. Je pense que c'est super triste de pas être un peu plus curieux, quoi. Donc moi, j'avais cet espoir que les libertins étaient des gens... j'avais cette image un peu Cap d'Agde, hyper ouvert d'esprit, et puis hyper... un mélange un peu naturiste, avec plein de trucs. Tout dans ma tête était mélangé à ce moment-là, avant cette enquête. Et là, en fait, c'est un peu triste, parce qu'on se retrouve vraiment confronté à une forme de masculinité qui juste de dinosaure, quoi. Ouais, passiste. Alors, il y a Dracarys qui nous dit dans la room, je trouve que c'est sectaire l'idée de la jeunesse. S'il peut détailler, je sais pas ce qu'il veut dire par là, Flore. C'est possible d'être jeune dans sa tête, même à 40 ou 50 ans, quoi. J'imagine que c'est pas... Là, on parle des quinquas qui bloquent un peu tout ce truc, mais en réalité, il y a certainement des quinquas qui sont très cool. Je pense qu'il y a des jeunes aussi qui sont très vieux dans leur tête et qui perpétuent le schéma. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de générationnel, et je pense que c'est la génération Y qui arrive dans ce monde d'adultes qui a été là depuis longtemps et qui est complètement hébété de cette situation où voilà, ils sont dans des schémas qui sont pas du tout ceux dans lesquels je pense ma génération a grandi, où il y avait une totale égalité entre frères et sœurs. À l'école, on devait tous avoir des bonnes notes, qu'on soit une fille, un garçon. Il y avait beaucoup moins d'éducation, on va dire, genrée. Et tu arrives dans un monde qui est hyper genré, avec le libertinage, qui est le temple de ce qu'on peut voir en termes de sexisme. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre, surtout sur une génération qui questionne le couple, qui est de plus en plus ouvert, qui se retrouve dans certaines choses du libertinage. Mais alors sur les codes, on est là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, on est en train de dire que c'est hyper sexiste et hyper fermé, mais dans mon enquête, j'ai eu l'occasion de parler à des femmes, en l'occurrence une femme plus âgée, une sexagénaire, qui me disait que le libertinage lui a permis vraiment de se découvrir elle-même, et qu'après une longue relation, un mariage, un truc un peu à l'ancienne, le libertinage lui a permis de tester l'amour avec une femme, ce qu'elle avait toujours eu envie dans sa vie et qu'elle n'avait jamais pu faire, de tester l'amour avec des jeunes alors qu'elle était plus âgée, de tester sa séduction. Donc il y a ce problème un peu avec les clubs libertins on trouve ça hyper sexiste et c'est pas bien, et en même temps quelque part il y a des femmes aussi qui s'y retrouvent parce que elles trouvent une forme de liberté qu'elles n'ont pas dans leur vie. Et ça devrait être généralisé, il devrait y avoir beaucoup plus de liberté, et c'est ça qui manque un peu. Alors après, ça fait consensus quand même dans la room, ce qu'on est en train de dire sur les codes, sur la bisexualité masculine. Mais
Pourquoi ça avance pas du coup? Ou est-ce que ça avance trop lentement? Ou est-ce que toi tu as pu t'en rendre compte, Emma? Alors, est-ce que tu as les réponses déjà à ces questions? Il y a de plus en plus de soirées où la bisexualité masculine, où les transgenres sont accueillis à bras ouverts. Voilà, je vais pas les citer, hein, j'en parle sur Paris Derrière. Donc, il y a même des clubs libertins qui font des soirées, qui accueillent des soirées où là, il y a de la bisexualité. Donc, ça commence à changer, mais les 50 prochaines années, ça va être... Bon, les femmes, elles, ont fait leur révolution. Elles ont beaucoup évolué en 50 ans. Les 50 prochaines années, ça va être plutôt du côté des hommes que ça va se passer. La question, c'est que les hommes ont encore le pouvoir dans beaucoup de domaines. Donc, effectivement, comme ils sont en position de pouvoir, c'est plus long de se rendre compte qu'il faut évoluer que quand on est dans une position plutôt en dessous. Voilà, c'est plus facile d'évoluer quand on est en dessous, évidemment. Mais ça va évoluer, toi, du coup Moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens se tournent vachement, donc déjà vers les clubs humides parce que pour toutes ces questions d'égalité, mais aussi vers les soirées privées, qui a priori une énorme demande parce que ça permet d'avoir un lieu parfois un peu plus classe, un peu moins normé, des codes plus modernes et des soirées sur des thématiques pareil plus modernes. Et puis on a l'occasion de choisir un peu plus les gens avec qui on va échanger. Les gens sont... Alors le défaut peut-être des soirées privées, c'est que du coup il y a une sorte de petite obligation d'entre-soi, et puis de petites plus obligations de participer. Alors qu'en club libertin on peut strictement rien faire et on se fait pas shamer pour ça. Là quand on vient dans une soirée privée on est un peu plus actif, mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et moi c'est vrai que j'ai passé mon adolescence et tout à fantasmer sur des endroits qui n'existeront jamais, mais sur le short bus de John Cameron Mitchell, qui est vraiment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui est un peu libertin, un peu jeune, me dit mon rêve c'est de monter un short bus avec des gens super cool qui écoutent de la bonne musique, et en fait mais pourquoi ça n'existe pas quoi. Et moi c'est vrai que ça c'est ma demande aujourd'hui. Il y a trop de drogue dans le short bus, c'est pour ça aussi. Peut-être. Il y a peut-être un petit peu trop de drogue. Mais sur tout le reste, effectivement, sur la musique, sur l'ambiance, sur le lieu, sur la modernité, je sais pas. Pourquoi ça bouge pas, je ne sais pas. Le Kit Kat Club à Berlin, ça s'en rapproche. Voilà. On note l'adresse. Dans un instant, on aura Olympe de G au téléphone. Joseph, est-ce que tu peux nous la présenter, Flore? Oui, Olympe de G est formidable. Elle est réalisatrice de films porno. Elle est formidable. Bon, on l'aime. Ouais, elle fait des choses vraiment chouettes. Et donc là, elle lance un Kiss Kiss Bang Bang, donc une campagne de crowdfunding pour son dernier film porno, qui a un concept qui est très bien, qui est la dernière fois d'une femme de plus de 70 ans. Et son concept, c'est on passe son temps à réfléchir quand on est ado à sa première fois. Et si on réfléchissait à cette dernière fois on ferait l'amour, et voilà, elle voudrait suivre en tout cas une femme de plus de 70 ans dans sa quête de sa dernière fois avec son dernier amant, et je pense que c'est un beau concept. Je trouve ça très chouette. Et elle fait aussi des podcasts audio. Et elle fait aussi des podcasts Vox. On en parlera dans un instant. On va jouer avant, Flore, les amis. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des... il y a des buzzers. Il y a des buzzers, il y a des poètes. J'en ai que 2. Bon, et vous êtes 3 on partage. Sinon, il y en a une qui fait un bruit de poulet. Ouais. On peut partager. Fais le bruit de poulet, Claire. Quoi? Le tien, il fait poète plutôt, donc poète. Poète, pas mal. Hein? Emma? Poète, d'accord, ok. Ça marche. Je pense que toi, t'étais bien. Merci. Et donc moi, je fais le poète. tu fais le poète. D'accord. Tu fais le poète, Lucille. Ce soir, c'est les questions sur Wild, c'est ça? Est-ce que j'ai le droit de jouer, du coup? Oui. Ok, mais je peux jouer. Tu peux attendre que les autres répondent avant toi. Ok, ça marche. J'espère que j'ai les réponses. Putain, la honte, t'imagines? Ok. Il y a des magazines Union à gagner, hein. Les gens dans la room, n'hésitez pas à partager et à buzzer, parce que moi je buzz comme question pour un champion. À buzzer. Je sais pas ce que ça veut dire, mais n'hésitez pas à buzzer. Hein. À buzzer, bien sûr. À buzzer. À buzzer. Ouais. Faites des poètes dans la room, on veut entendre votre code-cote. Ah ouais, il faut dire poète et code-cote. Ouais. Voilà. Alors, première question, je suis un nombre multiple de 3. 9. Un nombre, pas un chiffre. Je représente en avait. Il manquait le connasse à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je pensais pas qu'on était dans une émission mathématique. Excusez. Voilà, ça. C'est ça, non, très bien. Un petit côté scientifique. Est-ce que tu peux parler gentiment à nos invités? Ouais, j'étais assez. Non, mais j'étais un peu vénère. Je t'en prie. T'as rien fait de mal, Claire. Je vais poser mon. Non, mais il n'y a pas de. Un nombre, ok, donc 2 chiffres. Les nombres, ça commence à partir de 10. Très bien. Je représente en année l'âge maximal pour lequel je peux libertiner sur Wild selon les critères de recherche
Ah, donc t'es allé sur Wild et t'as fait... Ouais, je suis allée sur Wild et pas. j'ai trouvé que des mots qui étaient sur Wild. C'est quoi l'âge maximal De quoi l'âge sur Wild? Ah, 99. 99. 99 ans. C'est-à-dire que si tu as 103 ans, tu ne peux pas libertiner sur Wild. Voilà. Alors j'ai une question pour vous. C'est qui la personne la plus âgée sur Wild? Enfin, c'est quoi l'âge de la personne la plus âgée sur Wild? Je ne sais pas. Octogénaire. De mémoire, je crois qu'on a quelques octogénaires sur le site et c'est formidable. Vraiment, Bah ouais. c'est vraiment formidable, actif et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. 99, donc c'est un peu excluant pour ceux qui ont plus. Voilà. J'ignore s'il y a des personnes qui ont plus sur Wild, et si jamais on mettra 100 ou Octo, c'est pas mal. Hein, déjà. C'est déjà pas mal, ouais, mais voilà, 99 ans, Flore. 99 ans, exactement. Deuxième question, je suis un adjectif qui fait référence à une partie du globe plutôt exotique. Les habitants de cette partie du globe ont la réputation d'avoir le sang chaud, de boire de l'alcool, en particulier du rhum, et de faire la fête, en particulier en zoukan. Je suis également citée dans le film... Caribéen. Oui, voilà. Bravo, Caribéen. C'est une des origines ethniques proposées sur Wild. Donc si vous êtes caribéen, vous pouvez cocher cette petite fonctionnalité. T'as toujours rêvé de la mettre Je suis un pirate, c'est pour ça. Petit côté pirate. C'est ça. À l'abordage. Bravo, Joseph. 1 point pour toi. T'allais l'appeler Flore, ça m'a fait plaisir. Ouais. Allez, troisième question. Je suis un filtre de recherche sur Wild, encore une fois, dont les déclinaisons peuvent être érotiques, hard, coquines ou selon humeur. Je permets de préciser le contexte dans lequel j'ai envie que la soirée se déroule. Je qualifie l'atmosphère générale. Le filtre de recherche, c'est... Ambiance recherchée. Ambiance recherchée, tout à fait. Bonne réponse de Belgique. C'est injuste, oui, c'est injuste pour mais les tu autres. vois, ambiance, j'aurais validé. Elle peut même pas poète-poêter. Alors là, ça fait plaisir. là, vous pouvez Allez-y. poète-poêter, c'est encore des maths, vous allez adorer. Je suis en rapport avec les mathématiques, donc je suis plus précisément une addition dont la somme donne 4. Ouais. mais... Là, il fallait les laisser répondre. Je sais pas, moi, c'est un jeu, je m'en fous, moi. Proposé... Ah oui, gagner. C'était pour toi que je les faisais, celle-là. Ah, merci, Flore. Tu vois. 5e question. Joseph, tu connais le 2+2? Absolument pas. D'accord. Tu n'as pas écouté ce qu'a dit Flore. À ton avis, c'est quoi le 2+2? Pratique sexuelle, le 2+2? Du candolisme. Non. Non. Le loser. 3 ans d'émission pour ça, mec. Franchement, la honte. Arrête-tout. Je sais pas, moi. Ah, il est trop nul. Je sais pas, moi. J'en sais rien. Emma, tu peux? Alors, c'est quand il y a 2 personnes, c'est ça, ils sont pas dans la même pièce. Mais en fait, ils s'échangent. C'est 2 couples, en fait, qui sont pas dans la même pièce et ils vont faire l'amour avec les autres personnes. Mais pas dans la même pièce. Mais pas dans la même pièce. C'était compliqué à dire, mais on l'a compris. Non, mais t'inquiète. voilà. Donc, ça, c'est les 2+2. Faut 2 pièces, en fait. C'est de l'échangisme. Faut 2 pièces, c'est de L'échangisme mais dans pas 2 dans la pièces même pièce. différentes. Quand tu trompes ta meuf et qu'elle te trompe, c'est pareil, en fait, au final, non? Voilà, c'est un plan 2+2. C'est un Ça fait 4. 2+2, Voilà. Donc, si tu reçois dans un studio à Paname, c'est mort. Tu peux pas faire de 2+2. Ouais. Voilà. Ça Ou alors, faut aller dans demande de l'espace. la salle de bain. À 15 000 balles le mètre carré, Là, c'est... Putain, fait chier, quoi. Ou le palier sur les parties communes. Moi, j'aime bien dans la room. Les parties vraiment communes, du coup, ouais. Moi, j'aime bien dans la room, les gens ils disent poète avant de répondre. Vous êtes formidable. Et les gens ont la bonne réponse. Hein. Bien joué. Non, c'était pas côte à côte, c'était pas mélangisme. C'était. Ambiance recherchée. Tu vois, les gens, ils sont bons. Hein. Bah oui, ils sont bons. Évidemment, ils sont sur Wild, tu penses. Très bien. 5e question, très difficile. Ah. Je suis un émoticône, je sais plus. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Beaucoup plus partagé par les couples et les femmes seules que par les hommes seuls. La pêche. Eh ben non. L'aubergine? Non. Je suis rond. La cerise? Et j'arrive souvent en fin de description. L'abricot. Je suis rouge et blanc. La pomme? Il est chez le primeur, Joseph. C'est ça. En même temps, les émoticônes, c'est que des fruits, non? C'est quoi le Mais non. rouge et blanc? On m'utilise également sur la route pour indiquer à une voiture de s'arrêter. Sans un... Stop. Allez, stop. Les émoticônes stop dans les descriptions. Je suis une femme seule. Je veux pas de machin. Je veux pas de truc. Je veux pas de machin. Je veux. Voilà. Voilà. Les trucs soi-disant libertins, bah c'est interdit. Et bizarrement, les hommes seuls, quand tu vas sur leur fiche, il n'y a pas tous les petits interdits. Ah, mais t'es Je sais. bien Si, homosexualité, non. Les trans, non. Non, surtout pas. Bon. Non, il faut bien préciser pour pas que tout le monde te contacte non plus. Si c'est Bah, si on ouais, n'a tout pas à les fait. mêmes envies, ne perdons Tout pas à de temps à fait. discuter. Non, Bref. tout à fait, enculons-nous. Donc voilà, si vous avez. C'est tellement gratos, c'est tellement gratuit. Allez, dernière question. Facile. Je suis un sigle très recherché sur le site de Rencontre Wild. LCS? Oui.
C'est ça? Bah oui. Qu'est-ce que t'as dit? On n'a rien compris. T'as marmonné. C'est quoi ça? C'est quoi ça, Benjamin? LCS? LCS, libre ce soir sur Wild. On peut cocher cette case. D'accord. C'est-à-dire que tu es disponible. Ah, très envie de Ken. Très envie de Ken. Pourquoi pas le tech plutôt? Très envie de Ken, c'est bien ça. Je suis tech, non? Très envie de Ken. Bah ouais, très envie de Ken, tout simplement. Si on appelait les choses par leur nom, bordel, dans une pipe. Voilà, donc on montre qu'on est disponible auprès de tous les autres membres du site. Voilà, hashtag LCS, bien sûr. Hashtag ancien, celui-là, il fait partie des murs de Wild à l'époque de Netesh. C'est vrai que le LCS, c'est une institution chez nous. Ouais. Et jamais on l'enlèvera. Et très bien. Voilà. Pour ceux qui ont très envie de Ken. On va le faire évoluer aussi, parce que pour l'instant, on peut mettre que libre ce soir, mais bientôt, on pourra dire je suis libre ce matin, ou je suis libre dans 3 jours, je suis libre, etc. Parce que les gens demandent ça et c'est quelque chose que... Bien sûr, bien sûr. Le LCW. C'est trop réducteur de dire libre ce soir. Des fois, on est disponible dans 2 jours, on n'a pas envie de revenir tous les jours pour dire je suis LCS, et que ce soit automatique, et donc les loulous, ça arrive. Oui, Joseph. Nous avons quelqu'un en ligne. Oh, nous avons Olympe au téléphone. Bonjour Olympe, comment ça va? Oui, c'est Olympe de G, c'est pas Joseph. Non, c'est pas Joseph. Non. On n'est pas la même voix en tout cas. Et c'est bien dommage. Ça va? Bah oui, ça va super. Je te présente. Je m'entends en double, donc il y aura un petit délai. Eh ben, il y a pas de souci. Je te présente Flore que tu connais. Oui, bonjour Olympe. Coucou. Ça va? Donc, ça va tranquille. Rapidement ta présentation, réalisatrice de films porno, tu es en pleine campagne de crowdfunding pour un concept dont est-ce que tu peux nous parler? J'ai déjà un peu résumé le truc, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus longuement? Bien sûr, c'est mon premier long métrage. Voilà, j'ai un premier financement, mais qui me suffit pas pour tourner de la façon dont je veux tourner, qui est vraiment un peu un manifeste d'un porno éthique, donc vraiment dans des conditions optimales. Alors, excuse-moi, c'est quoi un porno éthique? L'histoire. Je sais pas par quoi vous voulez que je commence. Bah, le porno éthique, c'est quoi? Là, c'est tout ce que n'est pas le porno qu'on peut trouver sur les sites gratuits. C'est-à-dire, c'est un porno qui est tourné pour commencer dans de très très bonnes conditions, quoi. Enfin, de façon réglo. Tu parles des acteurs là? En fait, oui, voilà, tu parles de quoi? On parle de tout le monde en fait. On parle des équipes, donc avec des horaires qui sont corrects. On parle des contrats qui sont signés, qui sont clairs et enfin voilà, fait dans le cadre de la loi. On parle des acteurs avec qui on parle en amont des scènes, des actions sexuelles qu'ils ont envie ou qu'ils n'ont pas envie de faire. D'ailleurs, les acteurs se rencontrent toujours avant de tourner pour être sûr qu'ils sont partants pour tourner ensemble. Comme sur Wild, ils boivent un verre si feeling. Pardon? Comme sur Wild, ils boivent un verre avant pour voir s'il y a le feeling. Bah ouais. C'est quand même plus cool quand même. C'est quand même un peu la base. Bah ouais, grave. En fait, tout ça, c'est des principes de bon sens, mais on est un peu obligé, voilà, de les marteler parce que c'est pas, après, si évident que ça. Hein. Dans l'industrie du porno, on piétine un petit peu tous ces principes de base. Voilà, alors après, je sais pas de quelle industrie du porno on parle, mais c'est vrai que sur l'industrie française, je sais qu'il y a un livre qui est sorti et qui le décriait, mais quand même l'écrasante majorité, et pour produire du porno chez Union, on voit comment c'est produit, quand même produit avec des acteurs qui sont consentants, qui savent ce qu'ils font, des contrats qui sont clairs, des tests qui sont faits à l'avance. Donc bon. Moi, je parle plus du porno qui a été aux États-Unis, par exemple, pour parler de référence, qui est décrit dans le documentaire d'Ovidie, qui s'appelle Pornocratie, qui est un porno qui est produit vraiment à la va-vite dans un souci de rentabilité, avec des micro-budgets. Et voilà, pour produire plein de vidéos et les mettre en ligne sur les sites gratuits. Et là, on flirte vraiment parfois avec les limites du consentement. Voilà, parce que des personnes très jeunes qui sont tout d'un coup catapultées sur des semaines de tournage avec un nombre de scènes incroyable, etc. Alors attention, je dis pas que c'est la norme, et il y a évidemment un porno mainstream qui est fait avec des acteurs consentants. Enfin, j'ai pas les petits yeux sur tous les tournages, mais je suis assez sûre que par exemple Dorsel, c'est produit dans le respect, tu vois, de la loi, du consentement, etc. Je suis pas en train de dire que tout le porno mainstream est comme ça. Après, le porno éthique, c'est aussi un autre propos, c'est sur ce qu'on montre à l'écran. Et là, on essaie un petit peu de remettre en jeu les stéréotypes qu'on peut voir un petit peu trop souvent dans les films, même produits avec le consentement des acteurs. C'est-à-dire remettre un petit peu au centre du film le plaisir féminin,
Voilà, pas être dans les stéréotypes racistes qu'on peut voir aussi un petit peu trop. Enfin, voilà, enfin, essayer de véhiculer des valeurs humanistes de façon générale, et puis plus concrètement de montrer plein de corps différents. Ça, c'est quand même une grande différence, je trouve, dans le porno féministe. Un vrai souci d'inclusivité. Donc montrer plein de corps différents, montrer des pratiques sexuelles différentes. Moi, un de mes grands combats, c'est de montrer plus de sexe sans pénétration. Et ça, c'est vachement dur dans le milieu du porno, où pour qu'il y ait scène, il faut qu'il y ait pénétration. Entrée plat dessert, voilà, quoi, comme d'hab. Alors que la pénétration est invisible à l'image, on n'en voit qu'une toute petite partie. Oui. Mais il faut. C'est vrai, c'est pas con. Il faut qu'elle soit présente. C'est super dur de proposer une scène à des producteurs dans laquelle il y a pas de pénétration, et ça c'est bien dommage, parce que je sais pas, en tout cas en tant que femme, je trouve que le sexe sans pénétration est plein de richesses, est extraordinaire, et en plus c'est vrai, plus facile à filmer dans l'absolu qu'un sexe pénétratif. D'accord. Donc en tout cas, ce que tu veux dire, Olympe, c'est qu'il y a un porno produit en batterie et il y a un porno élevé en plein air bio. Et c'est ça que tu as envie de promouvoir. C'est exactement ça. En plus, c'est une analogie que j'utilise moi-même très souvent, parce que je la trouve hyper juste. Parce que c'est comme le bio. C'est vraiment, comment dire, ce qu'on a dans son assiette, on voit que c'est un produit différent. Ouais. On voit qu'il n'est pas le même, mais aussi on sait qu'il y a tout un travail derrière qui est plus écologique. Ça, je trouve que c'est une super métaphore. D'accord. Donc là, ton prochain projet, c'est Salomé. Elle a plus de 70 ans. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une femme qui a plus de 70 ans, en effet, et qui essaie de prévoir la dernière fois qu'elle fera l'amour. Et elle n'a pas de partenaire dans sa vie à ce moment-là. Donc elle organise un casting pour trouver la personne idéale. C'est trop bien. Et on la suit pendant toute cette journée où elle va rencontrer cette personne. Et interagir avec elle, alors sexuellement ou pas, parfois ça va être juste des conversations, avec d'autres ça va aller plus loin, et voilà. Donc c'est un porno qui veut aussi parler de la sexualité des personnes, des femmes en fait, précisément, mais de la sexualité de femmes après 50 ans, après 60 ans, après 70 ans, en fait, voilà, les femmes n'ont pas une date de péremption sexuelle, on continue à rester désirantes, voilà. Et désirable. J'ai bien envie de parler de ça. Et désirable. Et est-ce que pour toi, la sexualité, elle est différente alors qu'on est 20, 30 ans, 50, 60, 70 ? Tu disais que ton personnage, femme, prenait par exemple de plus en plus son pied sexuellement. Ça, j'ai eu envie de le rêver comme ça, j'ai envie de dire, parce que pour moi, à mon jeune âge de 36 ans, donc bébé, quoi, j'ai l'impression que ma sexualité, ma sensualité n'ont fait qu'évoluer. Et de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu des femmes qui sont plus âgées que moi, en fait, ça continue de progresser. C'est normal, parce que si on continue d'explorer, au final, on continue de mieux se connaître. Voilà, donc il y a évidemment quelques petites choses qui changent dans le corps après un certain âge, mais rien que des lubrifiants et une pratique, en communiquant bien avec son partenaire, ne puisse pas permettre de dépasser. Et moi, il y a un autre truc qui m'a intéressée dans ton projet, c'est, je sais pas si c'est un acte militant de ta part, mais est-ce qu'il y avait aussi une volonté de parler de l'accompagnement de la fin de vie ? Bah ouais, ça c'est vraiment le sujet c'est un sujet difficile à aborder, qui est un petit peu un peu en sous-marin dans ce film. Il y a un côté, je l'ai pas précisé là en racontant le pitch, mais en fait Salomé, elle prépare sa dernière fois parce qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours, sous forme d'euthanasie. À l'étranger, puisque c'est pas permis en France. Elle a pas de maladie, rien du tout. Juste, c'est une femme qui croit pas du tout en la façon dont la société actuelle prend soin de ses vieux, et qui est terrifiée de tomber dans la dépendance, et qui a pas du tout envie de se retrouver dans la situation dans laquelle malheureusement beaucoup de nos personnes âgées se retrouvent. Donc il y a effectivement un sujet en sous-marin sur notre rapport aux personnes âgées, quoi, et pas seulement à la sexualité. Alors le Kiss Kiss Bang Bang, faut se dépêcher, il reste un mois, c'est ça ? Il reste juste un mois. On en est à un tiers de l'objectif. Donc, ça s'énerve à la fin, tu sais. Le turbo. Ça s'énerve à la fin, t'inquiète.
c'est un peu le moment de mettre le turbo. Voilà, le Kiss Kiss Bang Bang, ils se retrouvent facilement sur leur site en cherchant Olympe de G ou en cherchant La dernière fois de Salomé, qui est le titre du film. Et en attendant de regarder le film, on peut aussi apprécier ton travail sur l'appli Rose. Tout à fait. L'appli Rose qui est trop bien. En ligne sur audible.fr. Là, je suis d'ailleurs en train d'enregistrer les prochains épisodes de la saison 2 qui sortira cet automne. Il y a mon... Toujours avec Alexandra Ouais, tout à fait. Écrit avec Alexandra Sismondi. Il y a le podcast Vox aussi, qui, ça c'est vraiment pour les femmes parce que ce sont des séances de masturbation guidées qui sont dédiées aux femmes. Avec 3X Voilà, ouais, Vox avec 3x.org. Donc ça c'est un podcast qui est fait avec Léléo et Antoine Bertin. Et il y a aussi mes films sinon qu'on peut retrouver sur le site d'Eric Adler, exconfessions.com. C'est trop bien. Super. Exconfessions.com. Super projet ça. Et en tout cas dans la room on nous dit qu'on va se branler bio maintenant. Très bien, franchement, très bien, j'approuve. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission. Merci Olympe. Et on remettra toutes les infos pratiques sur Wild et les réseaux sociaux dans les jours qui viennent. Merci à toi d'avoir été avec nous ce soir. Belle soirée à tout le monde. Salut. Claire, le porno, on en parle en consultation? Ouais, on en parle en consultation. Beaucoup, mais genre quoi surconsommation? Les deux, sous et sur. Ouais. C'est-à-dire quoi sous-consommation? C'est-à-dire que moi le porno, en tant que support masturbatoire, je pense que c'est très intéressant et notamment je bosse beaucoup sur le porno dit éthique et féministe. Ouais. Il y a plein de gens, si tu veux, qui ne regardent pas de porno parce que c'est hyper culpabilisant, hyper stigmatisant et qui sont dans une pratique très taboue par rapport à ça. Donc ils ne le font pas, mais il y a quand même une envie de développer potentiellement ce truc-là. Donc du coup de les amener à aller voir peut-être des choses qui sont justement plus respectueuses, un peu plus intéressamment montées, avec des engagements un peu humains et partagés, ça fait que ça dédramatise un petit peu ce côté porno. Et puis moi je pense que le support visuel, si on le choisit avec soin, ça peut être un très bon support masturbatoire. Qui est utile et qui ne doit pas être minimisé. Voilà pour le côté sous. Et pour le côté sur. Évidemment... la frénésie. Ouais, il y a quand même une compulsion. Et après, le problème, c'est rester dans le fantasme, je pense. C'est avoir besoin du fantasme. Ou en tout cas, pouvoir diversifier un petit peu ses approches et diversifier les supports qu'on va utiliser. Donc, moi, je bosse beaucoup avec l'audio érotique, avec le porno, avec les lectures érotiques aussi. Donc, déjà, si on est dans une approche un petit peu multiple de tout ça, ça peut être intéressant de ne pas se focaliser juste sur un seul support et de pouvoir développer d'autres sources d'imaginaire en faisant appel à d'autres sens. La vue, c'est très important, l'auditif, c'est très important aussi, l'imagination, donc, quand on lit, c'est aussi à chérir et à entretenir. Donc tout ça, ça se travaille. Le goût aussi. Le goût aussi, mais important. Tout seul, un peu moins, même si on peut faire des trucs. Sois ouverte aussi, Flore, putain. Toi, t'es dans les codes, vraiment. Ouais, je suis un peu hétéronormée, non éthique, pas assez bio, Mais il y a pas mal d'hommes, en tout cas, qui viennent avec cette question de je regarde trop de porno. Alors déjà, trop par rapport à quoi, par rapport à qui? Je sais pas, Joseph, c'est quoi trop de porno? Trop de porno, c'est tu vas plus au boulot. On appelle ça de l'addiction. Là, trop. Là, ça devient effectivement un peu pathologique. Et oui, là, ça. Non, mais c'est quand ça fait souffrir. C'est-à-dire, je n'arrive plus, par exemple, à faire l'amour avec mon partenaire parce que j'ai besoin de porno. Ça devient. Ou alors, je dois effectivement organiser mes journées avec des séances de masturbation un peu compulsives, cachées sur le lieu du travail où ça devient compliqué. Ou quand on a les enfants à la maison, ça devient compliqué aussi. Bref, quand ça fait souffrir la personne et que ça entrave le quotidien, là, on parle de problématiques et puis ça se traite. C'est embêtant, parce qu'on entrave le quotidien. Branlez-vous, mais cool, quoi. Sereinement. Oui, gentiment. Prenez soin de vos enfants aussi. C'est une activité. Attendez qu'ils dorment. Attends, non, on va pas faire des vannes là-dessus. Non, si, on attend que les enfants dorment pour se branler. Oui. Non, c'est pas une vanne. Benjamin, alors là, franchement, écoute, tu as trahi ton esprit. Très, très pervers tout seul. C'est comme pour la drogue, on attend que les enfants soient couchés. Voilà. Aimer, c'est compliqué. Transition, bas les couilles. Allez. 180 degrés. Aimer, c'est compliqué. Lucille, alors moi j'aime beaucoup le sommaire. On a l'impression qu'on est à l'épreuve de philo ce matin au bac. Faut-il choisir la raison ou l'aventure? Ça aurait pu être un sujet de philo. Faut-il garder pour soi une passion envahissante? Vous avez 4 heures. Et puis, que reste-t-il aux hommes pour séduire?
Le pognon, quoi. L'oseille, mon grand. Il y a un truc, ça marche toujours. Hein. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Romain, le fétichiste. Est-ce que donc tu peux... la passion envahissante, c'est... Alors dans le livre, j'ai choisi avec mon éditrice chez Le Duc les 15 témoignages qui m'ont le plus marqué ces 5 dernières années dans mon travail et qui ont fait vraiment quelque chose, qui ont créé soit chez moi, soit via le site, soit un peu dans la société quelque chose. Et Romain, c'est particulier parce que c'est sur un fétichisme des chaussures à talons, des chaussures de femmes. C'est quelqu'un qui m'a écrit parce qu'il se cachait et qui commençait à se rendre compte que pour porter ses chaussures à talons en allant promener le chien au parc ou ce genre de choses, prenait un risque vis-à-vis des gens qui pouvaient se rendre compte qu'il faisait ça et avait peur pour physiquement en fait, de se faire attaquer par des gens. Le cachait également à sa conjointe. C'est des choses comme ça qui commençaient à vraiment le faire souffrir et être lourd dans sa vie. C'est quelqu'un qui m'a écrit comme ça, avec cette histoire-là hyper singulière et en même temps je trouve pas tant que ça parce que je pense qu'on a beaucoup de gens ont un fétichisme qui soit assumé ou pas. Celui-ci est parti peut-être, non ? Beaucoup d'hommes mais pas forcément et celui-ci est très stigmatisé mais en réalité je pense qu'il y a des gens qui ont un kink. Claire, le fétichisme il est plutôt masculin ou pas ? Oh, je pense pas. Je pense qu'il est plus admis chez les hommes, donc peut-être plus exprimé chez les hommes, mais je crois que les femmes, elles en ont tout autant. Les femmes viennent te voir avec des problèmes fétichistes ? Non, mais avec des envies. Pas des problèmes, mais avec des envies d'exploration peut-être, de fétiches qu'elles pourraient avoir, qu'elles ne s'autorisent pas à vivre. Genre, et c'est différent des hommes ? C'est plus sur des pratiques. Ah oui, mais c'est pas du fétiche. C'est pas je suis obsédée par des chaussures à talons. Je pense qu'en fait... Le fétichisme, c'est pas forcément que sur un objet, hein. Ça peut être sur un type de pratique, un type de physique. C'est une affection particulière portée sur un objet, qu'il soit matérialisé, telle la chaussure, ou sur des pratiques sexuelles, par exemple, qui vont être très très organisées. Mais bon, je pense qu'on parle quand même de choses différentes quand t'as un mec qui souffre parce qu'il a vraiment besoin de chaussures à talons et d'une nana qui a envie d'essayer une expérience bisexuelle. Enfin, c'est quand même... Je sais pas si on peut avoir un fétiche sur la bisexualité. Non, je pense que c'est plus de l'ordre. Ça peut être plus dans le cadre du BDSM, par exemple. Ouais, du BDSM avec une entrave d'indécence, avec un outil ou un instrument en particulier sur lequel on va focaliser. Voilà, le martinet, le fouet, les menottes, un bandeau pour les yeux. Ça peut être aussi sur des matières, c'est des matières portées ou des matières sur le lieu. C'est vraiment une obsession. Mais là, en l'occurrence, celui-ci, il est spécifiquement stigmatisé parce que quand on pense fétiche, on pense homme qui porte des combinaisons intégrale en mohair ou des chaussures à talons de femmes et il souffrait de cette image-là. On a échangé après. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup... Encore une fois, il faut faire attention quand on dit des chaussures wild. On a échangé. Qu'est-ce que vous avez échangé? Alors on échange virtuellement en l'occurrence dans mon travail, on échange des mots, mais on a aussi échangé, lui m'a envoyé des photos parce que ça m'a beaucoup touché sa problématique. Il s'est séparé de sa collection et il y a une quarantaine de paires, hein, c'est ça? Oui, et des marques de luxe, des choses sur lesquelles il avait vraiment investi et il a déjà porté ou pas? Oui, qu'il portait et qu'il portait lui, et il m'a envoyé des photos de paires portées alors qu'il avait laissé tomber sa collection qu'il a en partie donnée à des associations. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a décidé de réfléchir, mais moi dans ma réponse je lui avais pas dit il faut laisser tomber ce fétiche, il faut donner vos paires et il faut vous faire soigner. Je lui avais dit il faut d'abord en parler avec votre conjointe, le cacher le moins possible et trouver des gens pour vous soutenir au quotidien, parce que c'est quelque chose qui est pas honteux et qu'en parler avec sa femme et le vivre avec sa femme c'est aussi possible. Parce que c'est le temps long, en plus cette histoire elle est très belle. Il commence dans les années 80, il se renseigne un petit peu quand ça se développe Internet dans les années 90-2000, il achète sa première paire, puis après il y en a plusieurs, il commence à les mettre dans la rue en faisant attention dans quelle ruelle il va, où il rencontre que des femmes. Après il s'en fout, il part en séminaire, il les met tout le temps, etc. Oui, parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à son identité propre et moi ce que je refuse c'est vraiment cette honte avec laquelle il était obligé de vivre et cette peur surtout de se faire tabasser par des gens, quoi. Et par des mecs même. C'est là je veux dire assez clairement pour lui c'était de se faire tabasser par des mecs, il avait pas peur de se faire tabasser par des femmes. Donc c'est quelque chose qui m'a profondément indignée et j'ose espérer que ça a fait réfléchir en tout cas des gens à la lecture. En même temps ce qu'il dit c'est que les personnes qu'il a rencontrées dans la rue étaient
toutes plus ou moins bienveillantes, même si pas forcément à l'aise, mais voilà, il demandait son chemin, il avait des réponses, et en règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Oui, mais le jour où tu tombes sur quelqu'un qui est un peu moins bienveillant, et ça arrive souvent, même pour des choses beaucoup moindres que ça, on peut vraiment avoir des problèmes. Compliqué là dans cette histoire, c'est que aussi on peut ne pas être bienveillant parce que peut-être qu'il y a une forme d'exhibition, il a besoin de le porter, il a besoin peut-être de demander son chemin, donc de dire tiens, regarde à quel point je suis bizarre, je te le montre. Mais alors que c'est totalement désexualisé en fait. Le fétiche c'est pas forcément lié à quelque chose de très sexuel. Lui en l'occurrence c'est pas lié à la masturbation par exemple, c'est pas lié à sa pratique sexuelle. C'est juste quelque chose qui lui fait du bien, qui le représente, mais il a pas besoin pour coucher avec sa femme de porter des chaussures à talons. En fait c'est ça aussi, c'est que ce qui le gêne et ce qui est difficile pour les gens qui ont un fétiche, c'est le manque de connaissances qu'on a sur le sujet, le fait d'en faire un tabou, quelque chose de sale tout de suite, et alors que si on en parlait 2 secondes, et c'est le principe de ce livre aussi, on se rendrait compte qu'en fait déjà c'est pas si grave, c'est pas sale, et ça peut être acceptable, il n'y a pas de problème quoi. Ouais. Mais oui, bien sûr. Mais c'est compliqué. C'est sorti le 9 juin. C'est sorti le 12 aux éditions Le Duc. Pardon. Et on trouve ça à la Fnac, sur Amazon, partout. Achetez-le, il est vachement bien. Il y a d'autres histoires comme Romain passionnantes. Et puis on peut se refaire les podcasts. Mais bien sûr, on peut se refaire les podcasts sur slate.fr et puis on peut lire la chronique. Maintenant, du coup, ça fait plus de 200 chroniques à se faire sur slate.fr si vous êtes motivé cet été. De quoi passer les vacances de cet été. Totalement. Toi, ton enquête sur le libertinage, il est différent de celui d'Emma. L'angle est différent. L'angle est légèrement différent parce que je voulais vraiment casser les clichés en représentant aussi ces clichés, c'est-à-dire que je partais quasiment de zéro. Mon expérience du libertinage avait été très sporadique et dans ma jeunesse, mais je repartais de vraiment zéro aujourd'hui, et j'ai essayé de rencontrer aussi des gens qui pratiquaient de différents âges. Sans préjugés, la feuille blanche quoi, quasiment. Totalement, ce qui est la base de mon travail en général, c'est que quand on parle de sexe avec moi, il n'y a pas de problème de préjugés ou quoi que ce soit, et c'est une enquête qui sera publiée sur Slate qui va parler des lieux du sexe en général, et on fait dans la France, c'est ça? Non, en général dans ce qu'il y a. D'accord. Et il y a un épisode entier consacré au club libertin, mais on va aussi parler d'internet du coup, d'autres choses, de gens qui font du sexe à l'extérieur, gens qui font du sexe à l'extérieur, et il y en a. C'est-à-dire t'as déjà fait du sexe à l'extérieur toi, Joseph? Je ne joue qu'à domicile. Moi je veux le home field advantage, sinon ma fragilité masculine est trop menacée. C'est sûr que les parcs, les parties communes, tout ça, c'est autre chose. Alors on vous a demandé des réactions sur cette émission en la préparant. Des femmes ont répondu, des hommes ont répondu, et parmi les réponses qu'on a obtenues, c'est mon seul regret en tant qu'homme seul est que on est un peu trop considérés comme des sextoys pour les couples. Est-ce que c'est revenu toi dans ton enquête, Emma? En fait, en gros, ils sont à la disposition et puis on s'en sert et on les jette. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a dans le libertinage, il y a plus d'hommes que de femmes, puisqu'en fait, ça vient du fait que la sexualité des femmes, elle reste quand même plus compliquée. Et ça, c'est lié à notre culture et aux religions, hein, donc qui en tout cas cette culture-là judéo-chrétienne qui fait que la sexualité féminine elle est encadrée quoi, même si ça se libère. Donc il n'y a pas que les judéo-chrétiens pour ça. Il n'y a pas que les judéo-chrétiens. Il n'y a pas que les judéo-chrétiens, c'est toutes les religions, voilà. Même celles qui ne sont pas monothéistes. Hein, donc, tout à fait. On est d'accord. Donc le problème, ce qui se pose à cause de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui aiment le sexe. Donc, dans le libertinage, le problème, c'est qu'il y a comme c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, évidemment, comme il y a beaucoup d'hommes seuls, et en face, il y a des couples, il y en a moins, et alors des femmes seules, il y en a encore moins. Donc, le rapport de pouvoir, évidemment, il n'est pas en leur faveur, évidemment, puisqu'il y a du choix. Si on parle de pure consommation. Donc, du coup, oui, je peux comprendre effectivement ce que veut dire ce monsieur. Il y a des hommes qui se plaignent que les couples ou les femmes seules ne prennent pas de gants, sont irrespectueux avec eux, parce qu'ils considèrent que de toute façon, celui-là, il y en aura un autre après. Voilà. Et ce problème-là, on le réglera d'abord par du civisme, hein, ça c'est sûr, mais aussi... quand les femmes seront, vivront mieux leur sexualité et ne seront pas traitées
salopes, en tout cas dans le sens pas très beau du terme, parce que elles vivent. En levrette, ça va, on le vit très bien. Mais moi, j'ai une vraie remarque par rapport à ça. Enfin, les hommes, je comprends qu'il faut être bienveillant et qu'il faut être respectueux de la personne quand on est un couple, quand on est une femme seule. Mais le côté sextoy sur pattes, je vois pas pourquoi ça les, entre guillemets, les dérange. Ils disent bien je veux du sexe et le couple me prend puis après me jette. Bah oui, mais il va pas rester dans le couple. Enfin, tu vois, quelque part il y a cette envie d'être un sextoy sur pattes. Je prends ma bite en photo, je veux baiser, donc je veux être un sextoy sur pattes. Je veux être un sextoy respecté. Je pense que la réaction elle est plutôt sur le non-respect des fois dans les messages. Dans la formulation, c'est ça qui est ambigu. Mais tu veux être considéré comme un objet de désir, tu veux être considéré comme un sextoy, tu veux servir le couple. Donc, qu'est-ce que tu attends derrière ? C'est pour ça que je trouve que chaque fois ça revient, sextoy sur pattes, mais je trouve toujours que ça tombe à l'eau et que c'est pas ça qu'ils veulent vraiment dire. Je sais pas. Il y a encore un défaut de communication. Ils savent pas parler de ce dont ils ont vraiment envie et de leurs limites et tout. Et au final, ils ont un sentiment de frustration tout simplement parce que les mots n'ont pas été dits, quoi. Ouais. C'est le respect qui est sous-jacent à travers ça. Oui, l'échange peut-être simplement, au-delà de l'échange physique, qui est aussi un moment de partage, aussi bref soit-il, et même s'il est organisé uniquement autour du cul, ce moment de partage, il peut être chouette, sympa, bienveillant. Il peut rester bien séant, merci, s'il vous plaît. Enfin, je sais pas. Cordialement, je ne serai guère. Cordialement, exactement. Analement vôtre. Analement enfin, un truc... Non, mais on peut dire merci sextoys. Enfin, tu vois, on peut être poli avec son sextoys, mais ils veulent être considérés comme ça. Tu vois, il y a ça aussi que je trouve très gênant. C'est toute l'ambivalence. Comme humaine. Quoi, ça prouve bien que qu'on soit un homme ou une femme, même si c'est pour libertiner, on n'est pas là que pour du sexe. On cherche aussi un peu autre chose, quoi. Mais tu cherches quoi avec un couple ? En fait, c'est ça la question. Tu cherches quoi quand tu arrives dans un couple ? Tu vas pas rester là, ils vont pas. Non, mais j'imagine que c'est juste la base. Boire un verre avant, boire un verre après, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, la famille et tout, quoi. Mais je reconnais que oui, c'est vrai qu'il y a des couples qui se disent des hommes seuls, on passe une soirée avec eux et ensuite ils les harcèlent, quoi. L'homme seul va harceler souvent la femme du couple, alors que c'est des choses, des pratiques. T'as pas forcément envie de sympathiser, de faire rentrer quelqu'un dans ton couple. Tu dis ok pour le sexe, c'est rigolo, mais tu seras mon sexe sur place. C'est ce que tu mets dans ta fiche, c'est ce que tu mets dans ta description. Donc tu vois, c'est assez... C'est des hommes qui probablement seraient lourds déjà avec une femme et ils le seront aussi avec un couple. Voilà. Je pense que c'est ça. Joseph. C'est celui qui t'envoie un texto, je prends le thé chez Mémé, vous êtes les bienvenus. J'aurais parlé de vous. Viens Laetitia, viens avec Bruno. Laetitia et Bruno. Pourquoi pas. Il est pompier, elle est coiffeuse. Ça colle, non ? Très bien, ça marche bien. Allez, dans les autres témoignages qu'on a reçus, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, la principale envie pour nous, c'était de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire tous les deux. C'est un couple, je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure. Donc, faire des trucs à trois, faire de la pluralité, faire des choses un peu plus hard, des choses qu'on ne se permet pas de faire entre nous. Et c'est ça aussi, du coup, le libertinage. C'est toi qui disais ça tout à l'heure, Lucille. Pour moi, c'est le principe, en fait. Je vois pas l'intérêt sinon d'aller en club, à part si on est un peu exhibe ou ce genre de choses. Là, il y a un intérêt. Mais sinon, le principe, c'est quand même de rencontrer des gens, de tester des lieux qu'on connaît pas, de faire des trucs différents. Donc oui, moi, je pense que c'est vraiment le principe du libertinage au club. Et c'est assez triste que ce soit aussi encadré et bloqué par des espèces de vieux trucs passéistes. Emma, est-ce qu'on t'a parlé, durant ton enquête, de la pression du passage à l'acte dans les clubs ? C'est une femme qui nous a envoyé ce message-là et qui nous dit qu'à Paris, on s'est vite barré parce qu'on avait cette pression de devoir consommer sur place. Franchement, justement, la particularité des clubs, et je pense que c'est pour ça qu'il faut que les clubs continuent d'exister, c'est qu'il y a beaucoup moins la pression du passage à l'acte que dans une soirée privée. Après, c'est pas toutes les soirées privées, mais il y a certaines soirées privées, on vous prévient que quand vous venez, c'est quand même pour faire des choses. Pour aller au charbon, quoi. Ouais, voilà. Après, vous êtes évidemment pas obligé de faire quoi que ce soit, mais il y a une pression qui peut être là, qui est un peu sous-jacente. Les clubs libertins, normalement, les bonnes adresses, vous pouvez vraiment passer la soirée et il y aura aucune pression. Franchement, vous avez le droit d'être voyeur, parce que c'est ça aussi. Il y en a qui viennent pour regarder. Grave. Voilà. Oui. Alors justement, on parlait des libertins au début d'émission qui sont des vrais libertins et qui en ont marre, que des nouveaux venus en club viennent juste pour les regarder comme au zoo. Donc ça, c'est... Voilà. Donc effectivement, en club, c'est un peu embêtant s'il y a
que des gens qui veulent regarder parce que s'il y a personne qui fait des choses, on se fait voilà. chier. Et c'est embêtant aussi. Enfin, il faut que en fait un patron de club il fasse rentrer à peu près des quotas qui correspondent entre des gens qui vont pratiquer et des gens qui sont là, qui sont leur future clientèle d'habitués. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que les gens qui disent ah ouais, les gens qui viennent en club et qui font rien, c'est un scandale. Mais ces gens qui disent ça, ils ont démarré à un moment. Ils sont venus en club et ils n'ont pas forcément fait quelque chose. Parce que c'est sûr que la première fois qu'on y va, c'est normal qu'on fasse rien. Enfin, mais pour mon enquête, moi, je suis vraiment arrivée comme ça et j'ai pas trouvé cette pression de faire quelque chose. Par contre, je trouve que c'est une pression qu'on se met un peu tout seul. La pression. Je suis d'accord parce que c'est ce qu'elle dit. Parce que à mes yeux, de débutante, on se sent un peu obligé de passer à l'acte. Ouais, mais c'est vraiment. Mais en fait, c'est un peu comme la peur d'y aller. On sait pas à quoi ça va ressembler à l'intérieur. On sait pas comment vont être les gens. On connaît pas les codes et il y en a. Et c'est vraiment une peur et une angoisse qu'on a. Une femme seule ou un couple qui débarque pour la première fois en club libertin, il faut être sacrément détendu pour faire fi de toutes ces angoisses et de tout le fantasme qu'il y a derrière la porte, qui est toujours une porte métallique avec une caméra, machin. On sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc je pense que l'angoisse, elle vient de là en fait. Et puis on peut aussi, on parlait de voyeur tout à l'heure, on peut faire toute sa vie de libertin en étant voyeur, quoi, ou en étant côte à côtiste. On n'est pas obligé de pratiquer en fait. Mais ça, tu l'as un peu dit au début, et c'était intéressant de dire que le libertinage, ça ne se résume pas à l'échangisme. Et c'est quand même souvent et beaucoup ce qu'on entend. Tous ceux qui se targuent, excusez-moi, d'être libertins aussi, ne pratiquent finalement que l'échangisme, alors qu'il peut y avoir plein de formes différentes au libertinage, qui est juste de sortir un petit peu de la sexualité procréative et de miser sur le plaisir partagé, solitaire, l'hédonisme en tout cas, enfin une vision un petit peu comme ça de plaisir au pluriel. D'ailleurs, sexualité, quand tu dis procréative, on pense à la sexualité coïtale. Et on disait que justement, c'est une sexualité qui est peut-être un peu envahissante en club. Ouais. Pourtant, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, la sexualité coïtale, c'est la plus pratiquée. Or, ok, c'est celle pour procréer, sauf qu'en fait, on procrée très très peu dans une vie. Combien de fois on n'est peut-être pas en club. Et pas en club, c'est peut-être pas l'endroit. C'est pour ça que on se dit, ce serait bien qu'en club, il y ait plus de possibilités de faire. Et en tout cas, pour les personnes qui connaissent pas les codes ou qui s'interrogent sur le milieu libertin ou sur le milieu SM, en fait, chez Paris Derrière, on a lancé des apéros. On a fait un premier en mai, le prochain sera le 3 juillet. Et on rassemble en fait des gens qui sont des experts qui sont dans le libertinage. Ça va être des organisateurs de soirées, des libertines, des dominatrices, des sexologues qui viennent et donc des gens qui sont extérieurs à ce milieu-là qui vont les rencontrer. C'est un apéro traditionnel, il n'y a pas d'animation spécifique, les gens se parlent les gens comme sont un habillés. apéro. On peut venir en basket ? Non, alors là il n'y a pas de dress code, c'est un after work qui a lieu en semaine et l'équipe de Paris Derrière, notre rôle c'est de présenter en fait ces gens-là aux experts, aux invités qui sont spécialisés, qui sont vraiment des libertins, des gens du milieu. Mais c'est le principe des munchs dans le BDSM en fait. C'est d'abord, avant d'aller pratiquer, avoir des passerelles, avoir les codes et avoir des gens avec qui en parler. C'est vrai que ça manque un peu dans le libertinage. Voilà, là c'est le libertinage est encore plus d'univers, on va dire, et puis aussi des artistes qui sont autour de l'érotisme. Voilà, c'est l'occasion de les rencontrer. C'est quand le prochain ? Le prochain, c'est le 3 juillet. Il y a encore des places. C'est où ? Alors, en fait, vous avez l'adresse. c'est la surprise. Oui. Et alors, voilà, c'est un bar normal, mais un bar cosy. Intramuros ? Oui. Centre de Paris, toujours. Centre de Paris, d'accord. Et voilà, bar un petit peu thématique, un peu ambiance érotique, mais bar normal, on vient habillé comme on est, comme on sort du travail. Mais habillé. Oui, venez pas nus. Parce que là, pour le coup, cet apéro, ce n'est pas possible. Le club. Les débordements sont interdits. C'est excluant. C'est excluant, Joseph. Sinon, on a envie de se pointer à poil à l'event. On fait comment ? On peut pas. Je serai à poil dans le métro et je m'habillerai pour entrer dans le club. Tu sais quoi, on va faire ça. Putain. On va faire ça. C'est relou. C'est quand même dommage. Hein. Tu fais tout le trajet sans te faire arrêter par les flics. Tu mets un slip tout ça après. Pour t'habiller quand t'arrives. Pour qu'Emma nous dise allez, c'est bon, vous pouvez rentrer, vous avez une doudoune, quoi. Très bien. Et bon, en tout cas, Nisra, merci beaucoup, Emma, d'avoir été avec nous. On peut retrouver l'enquête dont on a parlé durant toute cette émission sur Paris Derrière. Vous tapez Paris Derrière. .fr et puis vous allez revoir, c'est l'un des derniers articles. Et l'enquête s'intitule, si mes souvenirs sont bons et mes fiches sont bonnes, les clubs parisiens libertins, la débandade. Oui. Voilà, c'est ça. Ça prend une dizaine de minutes. Je sais que maintenant on a
pas 3 secondes d'attention, mais prenez les 10 minutes qu'il vous faut pour lire cette enquête, elle est formidable. Merci Emma. Merci Lucille d'avoir été avec nous ce soir. Alors déjà le bouquin. Aimer, c'est compliqué, donc c'est aux éditions Le Duc Pratique, c'est ça ? Exactement. C'est sorti le 12 juin dernier et on peut trouver ça un petit peu partout, c'est des très très belles histoires. Et puis l'enquête sur le libertinage cet été, qui sort quand cet été ? C'est vague cet été, parce que cet été ça peut être vendredi cet été. Tu non, alors à partir de fin juillet, entre fin juillet et fin août. Entre fin juillet et fin août, d'accord. J'ai pas de date plus exacte, désolé. Très bien, non mais ça va, ça laisse le choix. Petite non Joseph. Ça leur laisse le temps de se rattraper. On le voit venir. Non Joseph. On l'aime beaucoup pourtant celle-là, mais bon. Ouais, non, elle est mignonne. Claire Elki, merci d'avoir été avec nous ce soir aussi. Rappelle-nous ton cabinet, dans le 9e. Ouais, dans le 9e, pour tout renseignement sur Twitter, Instagram, Facebook ou sur mon site claireelquier.com. Et on mettra toutes les informations de chacune d'entre vous sur nos réseaux sociaux dans le courant de la semaine. Gros bisous Flore. Gros bisous Benjamin. Gros check. Allez. C'était le dernier lundi de cette émission. On en a fait un et on se retrouve jeudi prochain le 27. Pour une émission spéciale, les enfants. Jeudi en 8, pas prochain, en 8. Pardon, jeudi en 8. Merci. Mais tu es attentif et c'est cool. Très très attentif. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Oui, parce que j'ai quelque chose de prévu jeudi prochain, c'est pourquoi. Super. Voilà, exactement. Voilà, l'émission va durer plusieurs heures et on vous promet plein de surprises. Et de rester éveillé jusqu'à la fin. Oui, évidemment, jusqu'à minuit. Gros bisous, Joseph. Gros bisous, mon grand. Gros bisous sur tes petites seufs. Merci beaucoup. Je te ferai le sif bientôt. Of course. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok, parle. Voilà, c'est tout. Ouais. Allez, gros bisous, merci beaucoup à la room. Et je précise pour dire que Anso vous remercie de tous les témoignages qu'elle a reçus durant cette semaine sur Wild et les réseaux sociaux. Vous êtes formidables, je le dis. Et dans la room également, merci d'avoir été avec nous. Et puis vous pourrez écouter cette émission en podcast sur iTunes, Deezer et Spotify. Et en replay sur YouTube pour voir nos jolies frimouses. Allez, gros bisous, ciao. Ciao.